Bonjour et bienvenue dans la deuxième saison des podcasts du collectif Voix libérée. Prenez une loupe sous un grand soleil d'été. D'accord. Si on concentre le rayon lumineux sur un sale petit point bien précis, disons la vie intime, eh bien on finit inévitablement par brûler le papier. Ah, ça c'est sûr. Et surtout, pendant qu'on fixe ce petit point incandescent, on laisse dans l'obscurité totale le reste du paysage. Des choses fondamentales, comme la justice sociale ou la dignité humaine. C'est une excellente image. Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'un document fascinant, un article du journal La Croix qui décortique précisément ce phénomène. On va regarder, de manière totalement impartiale, comment le cadre moral de l'Église catholique s'est hyper focalisé sur la sexualité. Et c'est important de le préciser d'emblée, on n'est pas là pour juger la théologie. Non, pas du tout. L'objectif, c'est vraiment de comprendre une mécanique institutionnelle. Et je suis fascinée par cette métaphore de la loupe, parce qu'elle illustre un déséquilibre qui ne date pas d'hier. Absolument. Historiquement, cette focalisation, c'est pas un accident. L'article explique que ça s'appuie sur une très longue tradition théologique. Une tradition qui lie le corps au péché, c'est ça, ça ? Le corps physique et surtout la sexualité ont été fermement liés à la notion de contrôle. Et le cadre officiel actuel, il reste super rigide. L'intimité est exclusivement rattachée au mariage et à la procréation. Mais attendez, je dois soulever un point là, parce que le texte souligne bien que la doctrine officielle est en réalité beaucoup plus vaste. Elle aborde la pauvreté, la solidarité. Oui, ce qu'on appelle l'évangile social. Qu'une série d'interdits sur ce qui se passe dans la chambre à coucher. Est-ce que l'institution fait une vraie obsession là-dessus en interne, ou bien est-ce notre société moderne, très attachée à son autonomie, qui fait une fixation sur ce qui la contraint ? C'est vraiment une collision frontale entre ces deux mondes. Les sociétés occidentales ont basculé vers un pluralisme moral à une vitesse folle. Ouais, les mœurs sont radicalement changées. Tout à fait. Et donc, le discours traditionnel sur la sexualité est devenu tellement étranger à la vie moderne qu'il agit en fait comme une énorme friture sur la ligne. Ça brouille tout le reste du message. Exactement. La perception publique d'une restriction obsessionnelle finit par devenir la réalité pratique sur le terrain. Le message social est masqué. Ce qui révèle une ironie vraiment tragique. Garder cette loupe braquée si intensément sur les règles privées a rendu l'institution aveugle à des violences systémiques bien réelles. Et la mécanique psychologique derrière ce phénomène, telle qu'elle est décrite dans le document, est glaçante. C'est-à-dire ? Un système qui est hyper focalisé sur une pureté absolue, ne se contente pas de dicter des règles, il façonne la psyché des gens. Oh, je vois. Lorsqu'une institution vous dit que la pureté sexuelle est votre valeur morale fondamentale, une victime d'abus va intérioriser cette violence. Elle se sent littéralement souillée. Donc elle perçoit l'agression qu'elle a subie comme son propre péché ? Voilà, c'est exactement ça. La honte écrase la victime au lieu d'accabler l'agresseur. C'est terrible. Le cadre moral qui était censé protéger les personnes se retourne complètement contre elles. Ça arme leur culpabilité, ça garantit leur silence, et finalement, ça protège l'institution. Et c'est ce silence structurel qui rend la crise de crédibilité actuelle si profonde. Pour s'en sortir, l'article propose une véritable refondation. Changer de paradigme. Ouais. Abandonner cette morale de contrôle rigide pour aller vers une, je cite, éthique du discernement. Alors, il faut qu'on clarifie ce terme, parce que éthique du discernement, ça sonne quand même comme un lourd jargon académique. C'est vrai. Est-ce qu'on parle de passer d'un tribunal juridique, où on coche juste les cases coupables ou non coupables, à une sorte de triage médical, où on examine le contexte, les blessures et la situation réelle de la personne ? La comparaison est parfaite. Il s'agit d'évaluer les relations humaines à travers le prisme de la justice, du soin, du monde réel. Plutôt que d'asséner une condamnation basée sur des normes absolues. C'est ça. On remet l'accompagnement concret, les relations justes et l'évangile social au centre de l'équation. Mais déplacer ce centre de gravité, c'est un chantier colossal. Une institution millénaire peut-elle vraiment opérer ce virage sans fracturer toute sa tradition ? Je veux dire, changer la manière de juger le comportement humain, c'est altérer l'anthropologie chrétienne elle-même. Absolument. Ça modifie la définition même de ce que signifie être humain selon l'Église, non ? Oui, et cette tension explique les frictions très sévères avec les courants conservateurs. Relativiser ce pilier moral, ça touche à la moelle de la définition de la nature humaine pour eux. C'est un pari théologique majeur. Et pour ceux qui nous écoutent et qui ne sont pas forcément religieux, pourquoi devraient-ils se soucier d'un pari théologique interne ?
Eh bien parce que pendant des siècles, ce cadre moral spécifique a façonné les normes de la société occidentale. Nos lois, notre rapport culturel au corps, tout ça en découle. Donc ce n'est pas juste un débat sur l'intime. C'est une tentative de restaurer la crédibilité d'un énorme pilier culturel historique. Et ça met en lumière une vulnérabilité structurelle fascinante. Quand une institution fonde sa façade publique sur une image de rigidité morale impeccable, cette même rigidité devient souvent la mécanique utilisée pour dissimuler ses failles systémiques les plus sombres. Le paravent parfait, en somme. Exactement. Ce qui laisse une question assez troublante en suspens pour conclure. Si cette obsession de la pureté a pu servir à masquer une incapacité à affronter des abus systémiques, quelles autres grandes institutions utilisent aujourd'hui une façade de perfection morale pour cacher leurs propres défaillances structurelles ? Voilà de quoi alimenter la réflexion. Merci de nous avoir accompagnés dans cette analyse. Merci d'avoir écouté cet épisode. Ce podcast est produit et réalisé par le collectif Voix libérée. Pour nous écrire, témoigner ou partager, envoyez un mail à pecantores37@gmail.com. Parce que nos voix comptent, parce que le silence n'est plus une option, parce que la mémoire exige justice et vérité. À la semaine prochaine.